Cela faisait presque 4 ans que je travaillais chez Graphilion. J'étais toujours la première arrivée et la dernière partie. J'assumais des tâches qui dépassaient de loin mon poste, et je ne me plaignais jamais. Quand l'entreprise a décroché son plus gros client l'année dernière, c'est moi qui ai passé 3 nuits blanches à refaire toute la présentation. Je ne demandais pas de reconnaissance. Je voulais seulement qu'on voie ma valeur. Mais la valeur, apparemment, il faut l'exiger pour qu'on la remarque. Ma routine au bureau était devenue aussi prévisible qu'épuisante. Chaque matin, je traversais les rues du centre-ville de Lyon avec un café à la main, respirant l'air frais et contemplant les bâtiments modernes qui se mêlaient à l'architecture ancienne. Parfois, je m'arrêtais au parc de la Tête d'Or avant d'entrer dans l'immeuble, cherchant quelques minutes de paix pour me préparer à une autre journée d'invisibilité calculée. Quand j'ai planifié la réunion avec Madame Dubois, la directrice, j'ai répété chaque mot devant le miroir de mon petit appartement à la Croix-Rousse. Une augmentation de 8% n'était pas extravagante. C'était à peine plus que l'inflation. Je pensais avoir bâti un dossier solide avec mes réussites, mes évaluations de performance et la moyenne du marché pour mon poste. J'ai même imprimé un tableau comparatif et surligné les parties qui montraient que j'étais sous-payée. J'étais nerveuse, mais préparée. La veille au soir, ma sœur Hélène m'a appelée. « Alors, tu es prête pour demain, Léa ?» Sa voix me calmait toujours. Je lui ai parlé de mon anxiété, de la manière dont j'avais organisé tous mes arguments. N'oublie pas que grand-mère Carmen disait toujours « Qui ne demande rien n'a rien », me dit-elle en riant. Notre grand-mère, avec sa sagesse populaire, continuait de nous guider des années après son départ. Le moment est arrivé plus vite que je ne l'escomptais. Le bureau de Madame Dubois m'avait toujours intimidée, avec ses baies vitrées donnant sur les Alpes, et ses tableaux d'art abstraits que je n'ai jamais compris. Quand je suis entrée, elle n'a même pas levé les yeux de son portable. J'ai commencé mon discours calmement, en gardant une voix ferme. Mais lorsque je suis arrivée, à la partie sur l'augmentation, elle a soufflé, me regardant enfin dans les yeux avec un sourire moqueur. « Une augmentation de 8%? Ma petite, si vous voulez ça, cherchez une autre entreprise. Ici, ça n'arrivera jamais. » J'ai senti une vague de chaleur m'envahir le visage. La réunion a duré moins de 5 minutes, et je suis sortie en tremblant, humiliée et furieuse. Dans le couloir, j'ai croisé Daniel, ma seule amie dans l'entreprise, qui m'a regardée avec inquiétude. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste secoué la tête et continué mon chemin. Cet après-midi-là, au café des fédérations où nous avions l'habitude de nous retrouver après le travail, j'ai tout raconté à Daniel. Pendant que je remuais, distraitement mon chocolat chaud, elle m'écoutait avec une indignation croissante. Tu sais ce qui est le pire, Dani? Ce n'est pas le refus. C'est la façon dont elle m'a regardée, comme si c'était absurde que je puisse penser que je vaux plus. Léa, ça fait 4 ans que tu es l'âme de ce département. Sans toi, la moitié des projets ne seraient donc même pas terminés à temps, m'a-t-elle répondu en me serrant la main sur la table en bois. Peut-être qu'il est temps que tu envisages d'autres options. Ces paroles sont restées en suspens entre nous, mêlées à l'arôme du café fraîchement moulu et au doux brouhaha des gens autour. Pour la première fois, j'ai laissé cette idée prendre racine dans mon esprit. En sortant, nous avons marché, ensemble jusqu'à l'arrêt du tramway. Le ciel de Lyon se teignait d'orange et de violet, et au loin, la silhouette du Mont Blanc se découpait comme un géant silencieux. Daniel m'a serré dans ses bras, avant de monter dans sa rame. « Tu es brillante, Léa. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » En attendant mon bus, je me suis souvenue de toutes les fois où j'avais changé mes plans avec ma famille à Villeurbanne, les déjeuners du dimanche que j'avais manqués, les anniversaires de mes neveux où j'étais arrivée en retard. Tout. Ça pour prouver une loyauté qui semblait maintenant ridicule. Le poids de cette prise de conscience m'a accompagnée tout le long du trajet jusqu'à la maison, se mêlant à l'indignation et à un sentiment nouveau que je n'ai pas tout de suite reconnu. C'était de la détermination. Une détermination féroce que je ne savais pas posséder. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Madame Dubois résonnaient dans ma tête comme une blague cruelle. Ça n'arrivera jamais.
Je me demandais combien de fois j'avais sacrifié du temps avec ma famille, annulé des vacances, travaillé le week-end, seulement pour qu'on se moque de moi pour avoir demandé quelque chose de si modeste. Ce n'était pas seulement un refus, c'était personnel. Je me suis assise à la table de ma cuisine à 2 heures du matin, avec pour seule compagnie le ronronnement de ma chatte Mina et le bruit lointain des camions sur l'avenue principale. La petite lumière de la hotte éclairait à peine mon visage reflété dans la fenêtre. J'étais une étrangère, avec des yeux fatigués et une expression que je ne reconnaissais pas. Quand étais-je devenu quelqu'un qui acceptait si peu? Mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, tandis que j'ouvrais LinkedIn et mettais à jour mon profil. Je n'étais même pas sûre de ce que je cherchais, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Ma fierté ne me le permettrait pas. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé des manques de respect pour le bien de la stabilité. Mais cette nuit-là, je me suis choisie, moi. Sur l'écran du téléphone, les offres d'emploi se succédaient. Graphiste senior, coordinatrice, marketing, directrice artistique associée. Des postes similaires aux miens, certains avec de meilleures conditions, d'autres dans des villes différentes. En faisant défiler l'écran, un souvenir m'est revenu. Il y a quelques mois, lors d'un événement de networking à La Défense, une femme nommée Marion de notre entreprise rivale, Créa Paris, m'avait donné sa carte. « Si jamais vous en avez assez qu'on vous sous-estime, avait-elle plaisanté, appelez-moi. » À l'époque, je l'avais pris comme une blague. Mais maintenant, ces mots sonnaient comme une prophétie. Quand les premiers rayons de soleil se sont infiltrés par ma fenêtre, j'avais déjà envoyé 3 candidatures. Je me suis servi un autre café, le 4e de la nuit, et j'ai sorti la carte de Marion du tiroir où je l'avais rangée. Je l'ai contemplée pendant plusieurs minutes, jouant avec elle entre mes doigts. Était-ce trop audacieux? Serait-ce perçu comme une trahison? Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était un message de ma mère. « Ma chérie, tu viendras dimanche au baptême de la fille de ta cousine Gabrielle ?» Encore la culpabilité. Combien d'événements familiaux avais-je manqué cette année? La petite Valérie avait déjà 6 mois et je la connaissais à peine. En répondant que je ferais tout mon possible pour être là, j'ai su que quelque chose devait changer. Je pris une douche rapide, enfilai une robe bleu marine, mon armure pour les jours difficiles, et sortis affronter une autre journée chez Graphilion. Dans le tramway, alors que la ville s'éveillait autour de moi, je pris une décision. J'appellerai Marion à ma pause déjeuner. La matinée s'est déroulée comme n'importe quelle autre. Personne n'a remarqué le changement en moi, ni la résolution dans mes yeux. Madame Dubois est passée à côté de mon bureau sans même me regarder, comme si notre réunion de la veille n'avait jamais eu lieu. J'ai travaillé en silence, terminant un design pour une campagne de chaussures artisanales du Pays Basque, un de nos plus petits clients, mais l'un des plus significatifs pour moi. À midi, au lieu d'aller à la cafétéria avec mes collègues, je suis descendue sur la petite place en face de l'immeuble. Je me suis assise sur un banc sous un platane, j'ai sorti mon téléphone et la carte. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Marion. Je m'attendais à un refus poli ou peut-être à une vague promesse de rester en contact. Mais à ma grande surprise, elle a répondu à la 2e sonnerie. « Marion Garcia ?» Ma voix sonnait étrangement formelle, presque étrangère. « Qui est à l'appareil ?» répondit une voix énergique de l'autre côté. « C'est Léa Martin. Nous nous sommes rencontrés à l'événement de... » « Léa, bien sûr que je me souviens de vous. La fille brillante de Graphilion. Quelle coïncidence que vous appeliez maintenant. » Je suis restée silencieuse, surprise par son enthousiasme et par le fait qu'elle se souvienne de moi. Nous discutions justement du besoin de quelqu'un avec exactement votre expérience, a-t-elle poursuivi. Pouvez-vous venir demain? Mon cœur a fait un bond. Demain? Si tôt? J'ai levé les yeux vers l'immeuble où j'avais passé les 4 dernières années de ma vie. D'ici, je pouvais voir la fenêtre de mon bureau, une parmi des dizaines, insignifiante sur la façade de verre. Oui, je peux venir demain, ai-je répondu, avec une assurance que je ne me connaissais pas. En retournant au bureau, j'avais l'impression de flotter.
Pour la première fois depuis longtemps, la sensation d'être piégée avait disparu. C'était comme si les rues de Lyon étaient plus larges, le ciel plus bleu, l'air plus frais. Quelque chose avait changé, et ce quelque chose, c'était moi. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mais pour une raison bien différente. J'ai essayé 5 tenues différentes devant le miroir, cherchant l'équilibre parfait entre professionnelle et confiante. J'ai finalement opté pour un tailleur pantalon couleur bordeaux que ma sœur m'avait offert à Noël et que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. « Pour quand tu auras ta promotion ?» avait-elle dit avec un sourire optimiste qui me semblait maintenant prémonitoire. Je suis arrivée au bureau de Créa Paris avec 30 minutes d'avance. L'immeuble se trouvait dans le Marais, l'un des quartiers les plus branchés de Paris. Bien que j'aie vu des photos de leurs locaux dans des magazines de design, rien ne m'avait préparé au mélange de modernité et de chaleur qui m'a accueillie en entrant. Des plantes d'intérieur partout, des peintures murales d'artistes locaux et des espaces de travail qui ressemblaient en plus à des salons qu'à des box traditionnels. Léa Martin, une réceptionniste au sourire aimable, m'a saluée. Marion vous attend au salon Monet, au 2e étage. En montant les escaliers de verre et de bois, je repassais mentalement les réponses que j'avais préparées pour les questions typiques d'entretien. Cependant, en entrant dans la salle, j'ai tout de suite su que ce ne serait pas un entretien conventionnel. Marion était assise dans un fauteuil en cuir, pas derrière un bureau. Elle portait un élégant ensemble pantalon et blouse couleur turquoise qui contrastait avec ses cheveux noirs de jais. À côté d'elle se trouvait une autre femme, qu'elle m'a présentée comme étant Alexandra, la directrice de la création. « Asseyez-vous, Léa. Voulez-vous un café ? Une tisane à la verveine peut-être ?» J'ai été surprise par le ton informel et l'hospitalité. J'ai accepté la tisane et me suis assise, m'agrippant à mon portfolio comme à une bouée de sauvetage. « Nous ne sommes pas ici pour vous interroger sur vos compétences techniques, » m'a commencé Marion. « Votre travail parle de lui-même. J'ai suivi vos projets depuis cet événement. La campagne pour le musée d'Orsay était particulièrement impressionnante. Non, ce que nous voulons savoir, c'est quel genre de leader vous voulez être, quelle est votre vision et comment nous pouvons vous aider à grandir. » Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous n'avons pas discuté de logiciels de design ni de délai de livraison. Nous avons parlé de philosophie, créative, d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de la façon dont j'imaginais mon avenir. Pour la première fois, quelqu'un me voyait non seulement comme une employée, mais comme une personne avec de l'ambition et une vision propre. Vous savez quel est le problème avec des entreprises comme Graphilion ? A demandé Alexandra, à un moment donné. Elles confondent loyauté et soumission. Elles veulent des employés reconnaissants, pas des collaborateurs épanouis. Ces mots ont résonné profondément en moi. C'était exactement ce que j'avais ressenti pendant des années sans pouvoir l'exprimer. Ici, nous valorisons l'audace, a poursuivi Marion. Nous ne voulons pas que vous suiviez les instructions à la lettre. Nous voulons que vous les remettiez en question, que vous proposiez des alternatives, que vous nous surpreniez. Pendant que nous parlions, une employée est entrée avec un plateau de macarons. Offert par Madame Ginette, notre concierge, a expliqué Alexandra. Elle dit que vous avez l'air d'avoir besoin d'énergie. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui me semblait être des semaines. La familiarité, la chaleur humaine, le sentiment d'appartenance. Tout était si différent de ce à quoi j'étais habituée. À la fin de la réunion, Marion a souri et a fait glisser un papier sur la table. « Voici notre offre », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux devant les chiffres. Ce n'était pas seulement une augmentation de 8%, c'était près de 30%, avec une formation en leadership, des horaires flexibles et une prime d'embauche. J'ai eu envie de pleurer. « Nous savons que vous vivez à Lyon », a-t-elle ajouté. « Si vous préférez ne pas déménager, nous pouvons nous arranger pour que vous travailliez à distance la plupart du temps, en ne venant à Paris qu'1 semaine par mois. Nous avons un appartement pour les employés que vous pourriez utiliser. » Cette prévenance m'a laissé sans voix. Elle avait pensé à tout, même à l'impact que ce changement aurait sur ma vie personnelle. Prenez le temps qu'il vous faut pour décider.
a dit Alexandra en se levant pour indiquer que la réunion était terminée. Mais pas trop. Il y a beaucoup de talents qui attendent une opportunité comme celle-ci. Marion m'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Avant de nous dire au revoir, elle m'a regardée dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous n'avez jamais été le problème, Léa. Ils étaient simplement trop petits pour voir votre valeur. Je suis sortie de l'immeuble avec l'impression de flotter. L'agitation de la ville, les voitures, les gens pressés, tout semblait se mouvoir au ralenti pendant que je digérais ce qui venait de se passer. Je me suis assise sur un banc sur la place des Vosges, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Hélène. Je vais le faire, lui ai-je dit sans préambule. Je vais accepter l'offre. Le silence à l'autre bout du fil m'a fait douter un instant. Hélène, je suis tellement fière de toi, a-t-elle finalement répondu, la voix brisée. Grand-mère Carmen sauterait de joie. Elle a toujours dit que tu étais la plus courageuse de la famille, même si tu ne le croyais pas. Quand nous avons raccroché, je suis restée à regarder les gens passer. De jeunes couples, des cadres pressés, des touristes prenant des photos, des enfants qui couraient, tous avec leurs propres histoires, leurs propres luttes, leurs propres moments décisifs. Aujourd'hui, j'avais eu le mien. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai rédigé ma lettre de démission. Les mots ont coulé avec une facilité surprenante. Ce n'était pas un adieu amer, mais l'affirmation de ma propre valeur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément, sans réveil programmé, sans me soucier des projets en cours. J'ai rêvé de nouveaux départs, de possibilités infinies, de la version de moi-même que j'avais toujours voulu être. J'ai remis ma démission le lendemain matin. L'enveloppe reposait sur le bureau de Madame Dubois comme un petit acte de rébellion. Elle a à peine regardé le document, ses yeux fixés sur l'écran de son ordinateur pendant que ses doigts tapaient sans pause. « Vous reviendrez » a-t-elle murmuré, sans même faire semblant de s'en soucier. Ils reviennent tous. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait ni mes explications ni mes émotions. Je suis sortie de ce bureau le dos droit et le cœur battant, comme si je venais de me libérer d'un poids que j'avais porté pendant des années sans m'en rendre compte. Le département était silencieux quand je suis retournée à mon bureau. J'ai commencé à organiser mes affaires, séparant le personnel du professionnel. 4 ans de ma vie tenaient dans une petite boîte en carton. Quelques photos, une plante grasse qui avait miraculeusement survécu, ma tasse préférée avec la phrase « Vivement vendredi » que Daniel m'avait offerte. C'est vrai ? La voix de Daniel m'a fait sursauter. Elle se tenait à l'entrée de mon box, les yeux grands ouverts. « Tu pars ? Comment l'as-tu su si vite ?» Sandrine des ressources humaines me l'a dit. Elle est impressionnée. Elle dit que personne ne démissionne comme ça, du jour au lendemain. J'ai souri. Je suppose que je suis la première. Pendant l'heure qui a suivi, plusieurs collègues sont passés à mon bureau, certains sincèrement surpris, d'autres feignant l'intérêt. Romain, le designer junior que j'avais mentoré pendant la dernière année, m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Qui va me défendre maintenant quand Madame Dubois dira que mes créations sont trop audacieuses ? Toi-même, lui ai-je répondu en lui serrant les épaules. Tes créations sont audacieuses parce qu'elles sont innovantes. Ne laisse personne te convaincre du contraire. À midi, j'ai fini de ranger mes affaires. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois, mais toujours comme quelque chose de lointain, presque mythique. Maintenant que cela se produisait, je me sentais étrangement calme. Daniel a insisté pour m'accompagner jusqu'à la sortie. En attendant l'ascenseur, elle m'a regardée avec un mélange d'admiration et de nostalgie. « Tu vas énormément. Me manquer, Léa. Cet endroit ne sera plus le même sans toi. Toi aussi, tu devrais envisager de chercher quelque chose de mieux, » me lui ai-je suggéré. « Tu as trop de talent pour rester coincé ici. » La descente en ascenseur a eu l'air d'une renaissance. À chaque étage que nous descendions, je sentais des parties de mon ancien moi se détacher. Le doute, la peur, le ressentiment. Quand je suis sortie dans la rue, le monde semblait plus grand d'une certaine manière.
J'ai respiré profondément. L'air avait un goût de liberté. Je ne quittais pas seulement un travail. Je laissais derrière moi chaque version de moi-même qui pensait devoir se contenter de peu pour être acceptée. J'ai marché sans but dans le centre de Lyon, ma boîte de souvenirs sous le bras. Le soleil de midi illuminait les rues pavées et les bâtiments centenaires. Je me suis arrêtée devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, un endroit où j'avais passé de nombreux après-midi de dimanche quand je venais d'arriver dans la ville, cherchant du réconfort dans sa quiétude majestueuse. Aujourd'hui, cependant, je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais besoin de célébrer. Je suis entrée au comptoir lyonnais, un petit bistrot au charme vintage où l'on servait le meilleur café de la ville. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai commandé un café crème et un pain au chocolat. J'ai sorti mon téléphone et ouvert WhatsApp. Je l'ai fait, ai-je écrit dans le groupe familial. J'ai démissionné. Les messages de soutien n'ont pas tardé à arriver. Mon père, toujours si silencieux, a envoyé un simple « Fier de toi, ma fille ». Ma mère a promis de faire mon bœuf bourguignon préféré pour fêter ça dimanche. Hélène a envoyé un message vocal de près de 5 minutes rempli d'éloges et de projets pour l'avenir. En répondant à leurs messages, je me suis souvenue de toutes les fois où j'avais fait passer le travail avant eux. Les fêtes manquées, les appels non retournés, les plans annulés à la dernière minute. Je me suis promis que cela changerait. Qu'à partir de maintenant, mes priorités seraient à fois différentes. Cet après-midi-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur le petit balcon qui donnait sur un parc. Les enfants jouaient, insouciants des complications du monde, des adultes. Des couples de personnes âgées marchaient lentement, profitant du simple plaisir d'être ensemble. Les observer m'a procuré une étrange sensation de paix. J'ai ouvert LinkedIn et rédigé une brève mise à jour. Parfois, être sous-estimé est le coup de pouce dont on a besoin pour découvrir sa vraie valeur. Je n'ai mentionné aucun nom. Ce n'était pas nécessaire. Mais les messages ont commencé à arriver. D'anciens collègues, des confrères d'autres entreprises, même des inconnus, me remerciant d'avoir dit ce qu'ils ressentaient, mais ne pouvaient pas exprimer. Charles, un ancien camarade d'université qui travaillait maintenant à Barcelone, m'a écrit « Tu m'as inspiré à parler à mon chef aujourd'hui du projet que je repoussais par peur. Tu as raison. Notre valeur n'est pas déterminée par une entreprise. » J'ai souri en lisant ces mots. Je ne m'étais jamais considérée comme quelqu'un d'influent ou d'inspirant. Je m'étais toujours vue comme une simple employée, essayant de répondre aux attentes. Je réalisais maintenant que mon histoire pouvait résonner chez d'autres, que mon petit acte de courage pouvait allumer des étincelles dans des endroits inattendus. Ce soir-là, j'ai appelé Marion pour confirmer mon acceptation de l'offre. Son enthousiasme m'a immédiatement contaminée. « Excellente décision, Léa. L'équipe est impatiente de vous rencontrer. Quand pouvez-vous commencer ?»« Dans 2 semaines, ai-je répondu. Je veux prendre quelques jours pour rendre visite à ma famille à Villeurbanne avant de commencer. Bien sûr. La famille d'abord, c'est une autre différence entre nous et des entreprises comme Graphilion. » Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de vin et j'ai trinqué avec moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que l'avenir était une toile blanche, pleine de possibilités. Pas une routine prévisible à laquelle je ne pouvais pas échapper. Le chemin ne serait pas facile. Je le savais. Recommencer. À zéro ne l'est jamais. Mais maintenant, j'avais quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. La certitude de ma propre valeur. Mes premières semaines chez Créa Paris ont été comme entrer dans un univers différent. Les réunions étaient collaboratives, pas des tribunaux où je devais défendre chaque idée. Les commentaires étaient constructifs, pas condescendants. On m'a confié des projets qui me mettaient au défi, et on me faisait confiance pour les diriger. J'ai recommencé à sourire. J'ai cessé de craindre les lundis. Je me sentais vivante. Ma première mission fut de diriger la refonte de l'image d'une chaîne de restaurants bio présente dans toute l'Europe. Le projet qui, chez Graphilion, aurait été divisé entre 5 personnes et supervisé à l'excès, était ici ma responsabilité. Lorsque j'ai exprimé ma surprise, Alexandra a simplement répondu « Nous vous avons embauché pour votre vision, pas pour que vous suiviez des instructions. »
l'appartement que l'entreprise fournissait pour mes visites mensuelles à Paris était petit mais accueillant, situé à Saint-Germain-des-Prés, un quartier plein de vie et de couleurs. Durant ma première semaine, Marion m'a invitée à dîner chez elle à Montmartre, une belle maison ancienne avec un patio intérieur rempli de bougainvilliers et un petit bassin avec des carpes koi. Mon grand-père disait toujours que les affaires se font entre les gens, pas entre les entreprises, m'a-t-elle commenté en servant du calvados dans de petits verres. C'est pourquoi j'aime connaître mon équipe en dehors du bureau, là où les cravates et les titres n'ont pas d'importance. Son mari Raphaël, professeur d'histoire à la Sorbonne, avait préparé un coq au vin pour l'occasion. Entre les rires et les anecdotes, j'ai senti que j'avais trouvé non seulement un meilleur travail, mais une communauté. De retour à Lyon, j'ai réorganisé ma routine. Je n'avais plus besoin d'arriver au bureau à 7 heures du matin, ni de rester jusqu'à 21 heures. Mon travail à distance me permettait de gérer mon temps avec flexibilité. J'ai recommencé à assister au déjeuner du dimanche, avec ma famille. J'ai retrouvé ma passion pour la photographie, sortant le week-end pour capturer des coins oubliés de la ville. Je me suis même inscrite à un atelier de poterie que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Un après-midi, alors que je travaillais depuis la terrasse d'un café dans le Vieux. Lyon, j'ai rencontré Romain, le designer junior de Graphilion. « Léa, quel plaisir de te voir !» s'est-il exclamé en s'approchant de ma table. « Tu es différente. Tu as l'air bien. » J'ai souri. « Merci, Romain. Comment ça se passe ? Au bureau ?» Il a hésité un instant avant de s'asseoir en face de moi. Chaotique, pour être honnête. Personne ne savait tout ce que tu faisais jusqu'à ce que tu arrêtes de le faire. Madame Dubois est d'une humeur massacrante, pire que d'habitude. Il m'a raconté que plusieurs clients avaient exprimé leur mécontentement en apprenant que je ne travaillais plus là, que Daniel envisageait sérieusement de chercher un autre emploi, qu'ils avaient embauché 2 personnes pour me remplacer et que, malgré tout, les projets prenaient du retard. Une petite partie mesquine de moi s'est réjouie en entendant cela. Mais je me suis immédiatement sentie coupable de cette réaction. Je ne voulais pas devenir quelqu'un qui se réjouit des problèmes des autres, même si ces autres m'avaient maltraité. « Romain, écoute-moi », lui ai-je dit en me penchant vers lui. « Tu as du talent. Ne laisse pas le chaos actuel te décourager. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, compte sur moi. » Ses yeux se sont illuminés. « En fait, je suis en train de préparer mon portfolio. Peut-être que tu pourrais y jeter un œil, me donner quelques conseils. » « Bien sûr, envoie-le-moi quand tu veux. » Après nous être dit au revoir, je suis restée à réfléchir à notre conversation. C'était étrange de voir qu'en seulement 1 mois, Graphilion semblait déjà faire partie d'une autre vie, presque comme si cela avait été un rêve particulièrement vif dont je m'étais enfin réveillée. Marion est devenue une mentor pour moi. Elle m'a présentée à des gens de tous les départements, s'est assurée que je me sente intégrée, et m'a encouragée à prendre la parole en réunion, même lorsque j'étais la voix la plus jeune dans la salle. Elle croyait en moi avec une telle fermeté que j'ai commencé à croire en moi aussi. Pour la première fois, j'ai vu ce qu'était un environnement de travail sain. J'ai vu ce que le respect signifiait vraiment. J'ai commencé à fixer des limites, à quitter le travail à l'heure, à prendre mes week-ends pour moi. Et pourtant, j'excellais. C'est curieux comme la productivité s'épanouit quand on n'est pas épuisé à défendre sa valeur chaque jour. Mes idées étaient mises en œuvre. Mon opinion était valorisée. J'étais devenue exactement ce que Madame Dubois avait dit que je ne serais jamais, respectée et couronnée de succès. Lors de ma 2e visite mensuelle à Paris, Alexandra m'a invitée à déjeuner dans un petit restaurant caché dans une rue latérale près des Champs-Élysées. Pendant que nous dégustions un croque-madame, elle m'a interrogée sur mes aspirations à long terme. « Je te vois diriger ton propre département d'ici quelques années », a-t-elle dit, m'observant, par-dessus sa tasse de café. « Tu as l'instinct et la vision. Tu as juste besoin de plus de confiance en tes décisions. » Parfois, je me sens encore comme une usurpatrice, ai-je avoué. Comme si à tout moment, quelqu'un allait découvrir que je n'ai pas ma place ici. Alexandra a ri doucement. Le syndrome de l'imposteur est la marque des gens qui ont un vrai talent. Les médiocres ne doutent jamais d'eux-mêmes. Ma grand-mère,
qui était cuisinière dans un restaurant à Périgueux, disait toujours « Les meilleures confitures sont dans les vieux pots ». Les personnes les plus talentueuses sont souvent les plus humbles. Ces mots m'ont réconforté. Peut-être que le doute n'était pas mon ennemi, mais un rappel que je continuais de grandir, d'apprendre, d'évoluer. 3 mois après avoir commencé chez Créa Paris, j'ai reçu ma première évaluation formelle. J'étais nerveuse. Les vieilles insécurités menacèrent de refaire surface. Mais quand Marion m'a remis le document, j'ai failli pleurer de soulagement. Ce n'était pas seulement positif, c'était enthousiaste. Léa s'est révélée être un ajout inestimable à l'équipe, disait le rapport. Son approche innovante et sa capacité à diriger ont considérablement élevé la qualité de nos projets. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène pour partager la nouvelle. Pendant que nous parlions, une notification d'email est apparue sur mon écran. C'était un message de Daniel avec pour objet « Je l'ai fait ». « Dany vient de m'écrire », ai-je dit à Hélène. « Je te rappelle. » J'ai ouvert le mail avec curiosité. « Chère Léa, j'ai suivi ton conseil et j'ai cherché quelque chose de mieux. Je viens d'accepter une offre dans une agence à Bordeaux. Le salaire est bien meilleur et l'ambiance a l'air fantastique. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de faire le saut. Tu as toujours été la plus courageuse de nous deux. Avec toute mon amitié, Dany. » J'ai souri en lui répondant, la félicitant et lui promettant de lui rendre visite bientôt à Bordeaux. C'était comme si j'avais déclenché une petite révolution sans m'en rendre compte. D'abord Romain cherchant de nouvelles opportunités, maintenant Daniel prenant le contrôle de sa carrière. Peut-être que la valeur, comme la peur, était contagieuse. La vie avait tellement changé, si peu de temps que j'avais parfois du mal à me souvenir de comment c'était avant. Les journées semblaient plus légères, plus pleines de possibilités. J'avais reconstruit ma relation avec ma famille, redécouvert de vieilles passions et trouvé de nouvelles amitiés. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais pas seulement, je prospérais. 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation pour parler lors d'une table ronde sur les femmes et le leadership. L'événement était organisé par l'ANDG, l'Association nationale des designers graphiques, ironiquement, la même où j'avais rencontré Marion. En parcourant la liste des participants, j'ai remarqué un nom qui m'a retourné l'estomac, Teresa Dubois. Elle était également listée comme panéliste. J'ai ri doucement. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a demandé Alexandra, qui passait à côté de mon bureau à ce moment-là. Je lui ai montré l'invitation et j'ai pointé le nom. Mon ancienne chef, celle qui s'est moquée de moi quand j'ai demandé une augmentation. Alexandra a haussé un sourcil. L'univers a un sens de l'humour intéressant. Tu vas accepter ? J'y ai réfléchi un instant. Mon premier instinct a été de décliner. Pourquoi m'exposer à une situation inconfortable ? Mais je me suis souvenu de toutes les nuits que j'avais passées à me demander si je serais un jour valorisée, de toutes les fois où j'avais étouffé mes idées par peur du rejet. Peut-être était-ce une occasion de clore ce chapitre définitivement. « Oui », ai-je répondu avec détermination. « Je vais accepter. » Les semaines précédant l'événement sont passées à toute vitesse. Entre les projets, les voyages, à Paris et la préparation de la table ronde, j'ai à peine eu le temps de penser à l'inévitable rencontre avec Madame Dubois. Marion m'a aidé à structurer ma présentation, en la centrant non pas sur mon expérience personnelle, mais sur la manière dont les entreprises peuvent encourager le leadership féminin, en créant des environnements de travail respectueux et collaboratifs. « Tu n'as pas besoin de citer de nom », m'a-t-elle conseillé. « Ton histoire est puissante en elle-même. » Le jour de l'événement, j'ai mis un tailleur couleur lit de vin et un sourire tranquille. L'événement se tenait au Centre Pompidou, un lieu iconique au cœur de Paris. Quand je suis entrée dans la salle où se déroulerait la table ronde, mes yeux ont immédiatement trouvé Madame Dubois. Elle se tenait près de la table à café, parlant à un groupe de participants. Elle était exactement comme toujours. Coiffure impeccable, tailleur parfait, expression légèrement distante. J'ai respiré profondément et je me suis dirigée vers l'accueil. J'ai reçu mon badge et un dossier avec le programme. Alors que je vérifiais les horaires, j'ai senti une main sur mon épaule. Léa Martin,
Quelle surprise de vous trouver ici. Je me suis retournée lentement. Madame Dubois était face à moi, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de redevenir cette employée peu sûre d'elle, intimidée par sa présence. Mais ce moment est vite passé. Madame Dubois, bonjour. Je vois que vous participez également à la table ronde. En effet, Graffillion a toujours été un grand défenseur du talent féminin, a-t-elle répondu d'un ton qui suggérait qu'elle récitait un script d'entreprise. J'ai failli rire de l'ironie, mais je me suis retenue. Je suis heureuse de l'entendre. Les choses ont dû beaucoup changer depuis mon départ. Un éclair de malaise a traversé son visage. Les entreprises évoluent, comme nous tous. Avant que je puisse répondre, une organisatrice s'est approchée pour nous conduire sur scène. La table ronde allait commencer. Les premières minutes se sont déroulées avec les présentations formelles. Nous étions 5 panélistes. Madame Dubois, moi, une dirigeante d'une multinationale, une entrepreneuse qui avait fondé sa propre agence de marketing et une professeure d'université spécialisée dans les études de genre. La modératrice a commencé avec des questions générales sur les défis que nous rencontrions en tant que femmes à des postes de direction. Quand mon tour de parler est arrivé, j'ai senti tous les regards sur moi. Madame Dubois s'est visiblement tendue sur son siège. J'ai raconté mon histoire ce jour-là, non pas pour la couvrir de honte, mais pour élever d'autres femmes qui pourraient être piégées dans des situations similaires. Le plus grand obstacle que j'ai rencontré n'était pas externe mais interne, ai-je expliqué. C'était de croire que je méritais moins, que je devais être reconnaissante pour des miettes, alors que je méritais d'être au banquet. Beaucoup de femmes sont éduquées pour ne pas déranger, pour ne pas prendre de place, pour ne pas exiger ce que nous méritons. Et quand nous le faisons enfin, le monde n'est pas toujours prêt à nous écouter. J'ai vu plusieurs femmes dans le public hocher la tête, certaines avec les larmes aux yeux. J'ai continué en partageant comment le changement d'environnement de travail avait transformé non seulement ma carrière, mais aussi mon estime de moi et ma relation avec ma famille. J'ai parlé de l'importance de la sororité, de nous soutenir les unes les autres. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire que nous puissions faire est simplement de nous valoriser nous-mêmes, ai-je conclu. Et cette valeur est contagieuse. Elle inspire les autres à faire de même. Les applaudissements ont été chaleureux et prolongés. La modératrice a remercié ma sincérité et est passée à la question suivante. Pendant le reste de la table ronde, Madame Dubois a évité de me regarder directement. Ses réponses étaient techniques, pleines de statistiques et de politiques d'entreprise, mais vides d'humanité. Après la conférence, pendant que nous prenions un café pendant la pause, plusieurs participantes se sont approchées pour partager leurs propres histoires avec moi. Parmi elles, une jeune designer d'environ 25 ans, avec des yeux brillants et des mains nerveuses. « J'ai peur de demander une augmentation », m'a-t-elle dit. « Mais votre histoire m'a donné du courage. » J'ai souri et lui ai pris la main. « Ne suppliez jamais qu'on vous valorise. Si on ne peut pas voir votre valeur, quelqu'un d'autre la verra. » Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas seulement changé ma vie. J'avais initié une vague qui pourrait changer celle des autres aussi. Madame Dubois et moi n'avons plus parlé ce jour-là. Ce n'était pas nécessaire. Nos chemins s'étaient croisés pour la dernière fois et nous le savions toutes les deux. Elle représentait un passé qui ne me définissait plus et je représentais un avenir qu'elle n'avait pas su valoriser. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un message de Marion. « Alexandra et moi envisageons d'ouvrir une succursale à Lyon. Serais-tu intéressée par la diriger ?» Je suis restée à regarder l'écran, surprise et excitée à parts égales. Moi, dirigeant une agence? C'était plus que tout ce dont j'avais jamais rêvé. Et pourtant, d'une certaine manière, je sentais que je m'étais préparée à cela, toute ma vie. « J'adorerais, » ai-je répondu. « Merci de croire en moi. » En mettant mon téléphone à charger, je me suis approchée de la fenêtre. Paris brillait sous un ciel étoilé, des millions de lumières qui racontaient des millions d'histoires. La mienne n'était qu'une parmi tant d'autres. Mais c'était mon histoire, et pour la première fois, c'est moi qui en écrivais chaque page.
J'ai pensé à la jeune designer qui m'avait abordée après la table ronde. J'ai pensé à Daniel, commençant une nouvelle vie à Bordeaux. J'ai pensé à Romain, préparant son portfolio avec une confiance renouvelée. De petites révolutions, toutes inspirées par un simple acte de courage. Mon téléphone a vibré avec un message d'Hélène. Alors, c'était comment de voir la sorcière en face. J'ai souri en tapant ma réponse. Curieusement, elle ne me fait plus peur. C'est juste une personne qui n'a pas su voir au-delà de ses propres limites. Et c'était vrai. Madame Dubois n'avait plus de pouvoir sur moi, ni sur mes émotions, ni sur mon avenir. Ce pouvoir résidait maintenant là où il aurait toujours dû être, entre mes propres mains. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'agence que je dirigerais à Lyon. Je l'ai visualisée pleine de lumière naturelle, avec des plantes, des espaces ouverts pour la collaboration. Un lieu où chaque personne se sentirait valorisée, écoutée, respectée. Un lieu où personne n'aurait à supplier pour ce qu'il mérite. Au réveil, j'ai ressenti une certitude profonde. Mon voyage ne faisait que commencer. Et cette fois, c'est moi qui étais au volant.